Bonus. Trax. Et bonsoir à tous, bienvenue sur le coin lecture numéro 4. Ce soir, nous avons avec nous Clara, Bonsoir. Anaïs, Bonsoir. Corée, et Bonsoir. puis évidemment Manu, le grand Manitou, même si ce soir c'est moi qui anime, Marie-Paul. Salut tout le monde. Oui, bonsoir. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Est-ce que vous Ça va, avez... un peu fatigué, sorti d'Utopial là. J'ai fait 5 jours d'Utopial, très crevé. Mais c'était bien. 5 jours. Ça a commencé mercredi et j'ai fini... Enfin oui, et du coup j'ai hébergé quelqu'un depuis mardi, donc j'ai fait... C'était globalement 5-6 jours d'Utopial. Et les autres Anaïs, Corée. Fatiguée. Je suis rentrée très vite du boulot, j'ai balancé un risotto dans la tronche des enfants et je suis montée. C'est ça. Une mère responsable, tu vois. Oui, tact. la reprise, c'est vrai que c'était aujourd'hui, ça doit pas Ouais, être... c'est ça. Ah, c'était le retour des vacances, ça Bah, C'est pour ça ouais. qu'il y a plus de monde. c'est le retour des vacances et du coup on est plus fatigué qu'avant les vacances. Quand on a des enfants en tout cas. Oui, je comprends. Enfin, les enfants, ça va encore, mais quand t'as des ados, c'est pire. Mais bon. J'ai pas encore l'expérience. Et Clara, ça va? Ça va, semaine chargée, mais du coup, week-end reposant, donc normalement ça devrait aller. Mieux qu'il y a un mois, déjà. Qu'est-ce que vous nous avez concocté pour ce soir comme lecture? Bah, pas mal de romans. Moi, j'ai... Pas mal vous de verrez, romans. j'ai brisé la règle que je m'étais imposée il y a un mois, ici même, et du coup on en reparle juste après, enfin tout à l'heure. Il est vrai que ce soir, c'est soirée lecture étrangère. Nous n'avons que des titres qui ont été traduits en version Il n'y a pas de française. Nantais du coup. Je sais pas, ça se Non. trouve, ils sont lointainement nantais. Très lointainement Peut-être. pour moi. Bah, moi, en l'occurrence, l'autrice de mon bouquin est à Nantes en ce moment. Donc, ça passe. Bon, ça passe. C'est bon, Ça compte. on a le quota nantais. Alors, Je- qui s'y commence? C'est Corée, Ouais, attends. je- Ah, parce que oui, c'est- je t'ai demandé Oui, d'animer, parce que mais t'as pas lu. c'est moi qui ai le contrôle. Ben voilà, c'est ça, j'anime, mais j'ai pas le contrôle, il est rigolo. Pourquoi je perds pourquoi moi je perds des trucs sur mon écran? Ah bah non, ça se reste sais pas. affiché, donc C'est c'est bon. ça le patriarcat. C'est juste un... Ah, super. Merci. Et donc, on commence avec Ah, il y a le Corée. technicien Donc, de Doctrice, salut Doctrice. Ouais, Salut le technicien. Salut. Corée qui a voulu faire un jeu de mots aujourd'hui et lire un comics pour avoir des lectures plus légères. Donc j'ai choisi Made in Korea, qui a été scénarisé par plus Jeremy légère, je sais pas Holt. si c'est... Ah vas-y, attends, tu vas voir, hein, c'est beau. Et finalement, j'aurais peut-être dû choisir un auteur nantais. Mais bon, passons. Parce que c'était pas une lecture incroyable? Si. Alors, figure-toi que si, mais du coup, pour la lecture légère, on repassera. Vraiment. D'accord. Donc, Made in Korea, qui a été écrit, scénarisé par Jeremy Holt, dessiné par George Scholl, paru chez Éditions Panini Comics. Je lis bien ton slide, et traduit par Laurence Pélingard. Moi, j'ai mis ce que tu m'as donné après, si tu m'as donné des Parce fausses que infos. j'ai tout préparé, tout ce que je voulais dire sur ce comics. Très bien. Donc, ok, c'était si sombre que ça. C'est normal Voilà. qu'il y ait une vibe, comment ça s'appelle en français? The Live, Invasion Los Angeles, non? Dans les visages des petits bonhommes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, pas du tout. Tu vois le film Le Carpenter, c'est The Live Ouais. en anglais, où avec les lunettes, il voit l'invasion extraterrestre et les visages des aliens derrière. Et ben, ça me fait Non. penser à ça, la couverture. Eh ben, figure-toi que ça n'a rien à voir. Très bien, C'est très pour bien. ça que c'est génial. Mais je vais te raconter... je vais te raconter du coup l'histoire de Made in Korea. Ça raconte l'histoire de Jess, qui est âgée de 9 ans et qui est recueillie par un couple d'Américains. Et Jess, elle va pas très bien à l'école. Parce c'est pas parce qu'elle a des mauvaises notes, mais ses profs disent que plus ou moins elle est adaptée socialement. Et pourquoi est-elle inadaptée socialement? C'est justement parce que Jess n'est pas une petite fille, c'est un robot. Ce qui change tout. Et ouais. Et donc alors c'est un robot, en fait ils ont développé une ligne de robots pour des personnes qui ont du mal à concevoir des enfants, et donc ils les gardent un petit peu ouais, je sais pas si vous vous souvenez du film AI. Ouais. Oui. Ouais. Spielberg, ouais.
Eh bien, c'est à peu près cette même histoire. Sauf que Jess a eu un petit bug dans son programme puisqu'elle a été retouchée par le concepteur des robots. Son créateur, au bout d'un moment, la retrouve et Jess va entamer un voyage avec son créateur pour essayer de comprendre qui elle est et surtout, est-ce que c'est une vraie personne, puisque c'est exactement toujours ce qu'on se pose comme question quand on parle de robots. Et oui. Alors, Bad in Korea, c'était pas une lecture légère, c'était un petit peu... c'était à la fois attachant et bouleversant. Jeremy Holt a été un enfant coréen adopté, et c'est aussi un artiste non-binaire. Ce qui explique l'angle qu'il a pris du coup avec ce comics. Parce que Jess est adoptée, mais surtout Jess comprend au fur et à mesure qu'elle n'est pas une petite fille, mais qu'il est un petit garçon. Et c'est exactement pour ça que du coup on va voir via le prisme de la SF, donc du coup le prisme de c'est un robot ou c'est pas un robot, on va donc comprendre plus ou moins la recherche d'identité de cet enfant. Et alors ça a remué pas mal de choses parce que mon enfant, mon aîné est aussi un petit garçon trans. Donc c'est vrai que je me suis beaucoup identifiée par rapport aux parents, tu vois. Et c'est vrai que moi, j'ai en plus de la... J'ai combien? J'ai quel âge? J'ai 40 ans. À la louche. Je l'ai pas noté à la louche. J'ai 40 ans. Un truc dans le genre. Ça. Je suis en train de noter sur mes doigts. Alors, je suis née... et C'est voilà. pas sur tes Donc, notes. j'ai 40 ans. Et moi, donc, de mon époque, si tu veux, les seules grandes discussions que tu pouvais avoir avec tes parents sur ton identité de genre, c'était de savoir si tu étais hétérosexuel ou homosexuel, tu vois. C'était la grande discussion. Et en plus, tu avais une chance sur deux, moi, en étant fille, qu'on me dise, bah, ça va te passer, tu vois, jusqu'à ce que tu rencontres un homme, un vrai, qui va te bouleverser ton truc. Et puis donc, après 20 ans d'évolution sociale, on dit, il y a encore des trucs en plus. Il y a encore des trucs en plus. Et tout ça pour dire que, franchement, les séries américaines, elles nous ont bien menti, quoi, depuis le temps. Et quand moi j'ai annoncé, si tu veux, que ma fille était et finalement mon fils, à mes parents, ils se sont dit, mais comment t'as su? Parce que j'ai pas eu la grande discussion. Oui, en plus, mon adolescent m'a floué la grande discussion des autres séries américaines actuelles. Et c'est ce que j'ai trouvé en fait super agréable dans ce comic, c'est que tu n'as pas ce genre de grande discussion. À un moment donné, Jess découvre qu'il est un garçon et non une fille, et ses parents suivent tout simplement. Et je trouve que le message qui est vraiment développé dans ce comic, c'est le plus important, c'est qu'en fin de compte, tu peux galérer, que ce soit dans ton identité ou parce que t'es bien ou parce que t'es pas bien. Tu peux faire des voyages qui soient bons ou mauvais, mais à un moment donné, chaque gamin doit se dire qu'il peut rentrer chez lui et qu'il est accepté comme il est. Tu vois ? Et c'est ça, c'est en ça que je trouvais que ce comic, c'était franchement cool. Bon, après, pour la bonne humeur, on repassera parce que j'ai vécu pas mal de choses. Oui. Donc la prochaine fois que je vous raconte que je vais lire un comics pour m'égayer un peu la vie, vous me recadrez. Hein. On prend un petit histo comme d'habitude. Ouais, ou alors tu nous envoies le titre en amont et on peut te dire oui ou non, quoi. Oui, mais écoute, non, sur le coup, ça m'a semblé être une bonne idée. Et effectivement, c'était une bonne idée. Et donc, si j'ai si peu préparé cet épisode, justement, c'est que j'en ai discuté avec mon petit Raptor tout à l'heure, qui s'est bien moqué de moi parce que j'ai rien préparé, hein. Et alors que je suis en train de lui dire tout le temps, prépare tes devoirs. Mais qui a quand même bien mangé sur les autos. Et qui m'a posé, et qui du coup m'a piqué le comics. Je sais pas s'il va le lire ou pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'était super chouette. Et du coup, c'est un point de vue global ou ça suit plus les parents ou plus Jess ou c'est un peu tout le monde dans le point de vue qu'il a posé sur la lecture du coup? Bah, moi, je me suis vachement plus identifiée aux parents de Jess, comme tu peux l'imaginer. Concernant mon ado, c'est vrai que il m'a dit que clairement, bon, c'est vrai que
encore parce que, si tu veux, comme avec l'administration française, je suis encore obligée de genrer mon enfant en tant que fille. Et clairement, à la rentrée, je fais des bourdes monumentales, tu vois. Donc, moi, tous les soirs, je me flagelle mentalement en me disant « Oh mon Dieu, je suis une mauvaise mère », enfin, tu vois, tous des trucs comme ça. Et, et donc, du coup, on a pu aussi, en regardant un petit peu, comment dire, en fait, l'avantage que j'ai avec mon gamin, c'est qu'il n'a pas besoin de grandes discussions pour se sentir accepté à la maison, tu vois. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on a pu recréer. Et du coup, il s'est vachement identifié à Jess aussi, parce que Jess se balade dans la vie, et puis il vit ses aventures, il découvre qui il est, avec son créateur, et puis après, il revient à la maison comme si de rien n'était. Limite, il raconte ses aventures. Et donc voilà. Après, oui, il y a toujours des... Au niveau de ce comics, il y a toujours la grande question, est-ce qu'une IA est une vraie personne? Est-ce que... On le connaît, ce débat dans la science-fiction. Je pense qu'au bout d'un moment, on se le posera pour C'est de pas vrai. le propos, là, a priori, du coup. Voilà. Franchement, je trouvais le débat plus intéressant, en dehors du fait que les images sont jolies et que c'est plutôt bien écrit, enfin traduit parce que j'ai pas lu en VO, c'est que du coup ça accordait un angle où on n'accordait pas vraiment de grande importance au genre de Jess, finalement, qu'il soit un robot ou qu'il soit un garçon ou qu'il soit une fille. C'était juste, ça passe comme ça rentre dans l'histoire, et le plus important, c'est juste sa quête d'identité. Tu comprends? Ah ouais. C'est joli en tout cas. Ça a l'air très chouette en tout cas. Ouais. C'est marrant, l'auteurice a eu un enfant quelque temps après avoir sorti ce titre-là. Parce que je sais pas comment on dit, je sais pas, parce que je sais que la personne non binaire, c'est tu les décris par LAE, donc l'AE. Bah, tu vois, mon fils au départ... Ça fait longtemps que je l'ai su sur Instagram, quoi. Ouais. Donc, ouais. Tu vois, par exemple, mon fils au départ, c'était Yel, ensuite c'est devenu Il, mais donc je t'avoue que dans le doute, je chacun sa transition après. C'est ça. Et du dessin qui est montré, il semble que c'est un couple mixte qui est adopté Jess. Est-ce que ça rentre en compte dans... Enfin, j'ai l'impression que la mère a l'air d'être d'origine asiatique, alors que le père a l'air d'être dessiné plutôt comme un homme blanc. Et déjà, est-ce que c'est le cas? Et si c'est le cas, est-ce que ça rentre en compte dans la recherche d'identité de Jess ou pas Alors, c'est pas du tout précisé. L'identité de Jess, elle a été activée, entre guillemets, à ses 9 ans. Donc, Jess sait très bien que c'est un enfant adopté. Enfin, un robot adopté. Puisque sa conscience s'est éveillée qu'à 9 ans. Mais il se pose jamais de question de savoir qui est son créateur. C'est juste parce que le mec est venu sonner à sa porte, tu vois. Ouais. Alors après, je sais pas comment Jimmy Holt a vécu son adoption, mais je pense que c'est aussi une des manières d'exorciser pour lui ce truc-là. D'accord. Ça a l'air intéressant en tout cas. Je vous avais promis une lecture légère. Merci beaucoup en tout cas. On reviendra quand même. Non, mais ça a l'air super intéressant. Oui, ça donne envie. Dans 2 semaines, les amis. Non, mais ouais, comme la dernière fois, tu donnes toujours envie dans tes lectures. Ouais. C'est gentil. Et donc maintenant, c'est au tour de Clara, qui a lu une super œuvre. Du coup, on va rester dans la partie adoption. Donc je vais vous parler des classiques de la littérature canadienne, Anne de Green Gables, qui a aussi été traduit, en tout cas les plus vieilles traductions, c'était Anne des Pignons Verts, qui est donc la traduction littérale, qui est, comme je viens de le dire, un classique de la littérature canadienne, qui est écrit par une autrice, Lucy Maud Montgomery, et qui a été publié en 1908, et qui est le premier livre d'une série originellement de 6 livres qui ont été publiés entre 1908 et 1921. Les livres, eux, se passent dans le passé du moment où ils ont été édités, donc ça se passe entre la fin des années 1770 et le dernier livre de la série originale se finit en 1918-1919.
Donc, comme j'ai dit, c'est un livre de Lucy Maud Montgomery, qui est une autrice canadienne qui s'est fortement inspirée de son enfance et de sa jeunesse pour raconter l'histoire de Anne de Green Gables. Donc, Anne Shirley est une jeune fille de Nouvelle-Écosse ou de Nova Scotia, dépendant, je sais plus si ça se traduit ou pas aujourd'hui en France. Mais donc, qui est adoptée par erreur par... j'ai envie de dire un couple, mais c'est pas un couple, c'est un frère et une sœur qui sont tous les deux un vieux garçon et une fille vivant dans la ferme familiale et qui sont des personnages, lui très solitaire, très silencieux, elle assez stricte. Imaginez la bonne protestante qui fait les choses bien, il faut que tout soit carré, il n'y a pas de place pour l'imagination, et qui se retrouve suite à un quiproquo avec une enfant qui, quand ça commence à 11 ans, et qui, elle, parle beaucoup, est pleine d'imagination, adore parler beaucoup, essayer d'utiliser ce qu'elle appelle des grands mots, ou des gros mots, c'est-à-dire utiliser les mots les plus longs possibles. Pour ceux qui sont dans le Discord du coin pop, c'est un peu le robot qui vous accueille quand on le fait parler. Je l'ai désactivé, bordel. Je l'ai désactivé. Pour la blague, Il répond plus. cette IA était assez passionnée par les tacos, notamment. Oui. Oui. Non, mais, Alors pour le coup, Anne ne parle pas de tacos, mais donc en fait c'est une jeune fille qui est tout le temps en train de s'imaginer des amis imaginaires, qui parle de beauté, mais qui a cet avantage dans sa manière de beaucoup parler, de beaucoup imaginer, qui va voir sans arrêt la beauté du monde qui l'entoure, la beauté du monde qui l'entoure, la beauté des choses, le côté romantique. Le côté romantique, pas dans le côté actuel des choses, vraiment dans le côté mouvement romantique, c'est-à-dire ce côté vraiment la mise en avant des sentiments. Et pour les Français, ça va sûrement beaucoup rappeler aussi les malheurs de Sophie, dans le sens où donc cette fille qui est à la fois parle beaucoup, fait des grands gestes, etc., mais qui est aussi très maladroite. Et donc, elle a 11 ans, quand le livre commence, elle a été de famille d'accueil en famille d'accueil. Enfin, quand on veut dire famille d'accueil en 1908, ou en tout cas dans les années 1770, c'est-à-dire que c'est une enfant, une orpheline qu'on utilise pour faire le ménage et s'occuper des enfants. Faut pas s'imaginer plus que ça. Elle a jamais connu l'amour familial, les gens qui s'occupent d'elle. Elle a eu une éducation minimale, parce que ça ne sert à rien d'éduquer une fille qui est là que pour faire le ménage et s'occuper des gosses. Et donc elle se retrouve soudainement dans cette famille. Soudainement elle va à l'école, elle va au catéchisme, etc. Et au début ça se passe relativement mal. Elle va d'erreur en erreur, entre laisser un rat aller dans la crème pour le pudding, ou malencontreusement saouler littéralement avec de l'alcool sa meilleure amie. Mais par sa bienveillance, son désir de bien faire les choses, sa bonté et sa manière optimiste de voir les choses, elle va finalement un par un se rendre attachante auprès des enfants autour d'elle, mais aussi beaucoup des adultes. Entre autres, quelque chose qui, moi, m'a touchée énormément, c'est la relation avec ses parents d'adoption. Au début, donc quand on se rend compte qu'on leur a envoyé une fille, parce que donc la raison pour laquelle elle a été adoptée, c'est qu'il voulait un garçon il voulait adopter un jeune garçon qui pouvait aider sur la ferme, et on leur amène une fille. Et en fait, c'est le frère qui, comme je l'ai dit, est quelqu'un de très silencieux, très solitaire, qui a peur des femmes, et en fait qui s'attache immédiatement à elle et qui va convaincre sa sœur de la garder. Et sa sœur, quant à elle, qui est très stricte, va mettre un peu plus de temps à s'attacher à Anne, mais je trouve que à la fois la relation avec le frère, enfin donc son père d'adoption, est magnifique par ce côté d'amour silencieux, et de l'autre, en fait, la relation qu'elle a avec sa mère d'adoption, donc Mariella, il y a une beauté dans leur amour, dans la manière dont Mariella, il est dit plusieurs fois en fait que elle finit par aimer tellement Anne qu'elle reste plus stricte, parce que c'est quelque chose en fait qu'elle sait pas montrer ses sentiments, et elle peut pas les montrer, du coup elle reste stricte parce qu'elle veut pas que ça se voit. Mais je trouve que voilà, il y a une beauté dans ses sentiments. Donc comme je l'ai dit, c'est un classique de la littérature canadienne qui a été adapté des dizaines de fois, qui a été adapté d'à peu près dans tous ça a été adapté en film, en théâtre, ça a été adapté en série. Si vous êtes comme moi des années 90, vous avez peut-être vu les téléfilms des années 80. Si vous avez été sur Netflix ces quelques dernières années, vous avez peut-être vu l'adaptation récente, mais très 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 distante, en série, qui s'appelle Anne with Annie. Ouais, moi j'ai trouvé ça super. Donc la série, moi j'ai trouvé la série intéressante. Par contre, la série
commence comme le livre, mais s'éloigne énormément. Et ça a été aussi adapté, ce que j'ai découvert récemment, en animé, donc japonais, et dirigé par Isao Takahata. Si comme moi vous connaissez un peu Ghibli, c'est l'un des cofondateurs de Ghibli. Et si comme moi vous aimez pleurer, c'est le réalisateur entre autres du Tombeau des Lucioles. Donc c'est un livre qui, comme j'ai dit, c'est un classique. À peu près, je pense que vous parlez à n'importe quel Canadien, ils connaissent au moins de nom. Et c'est un livre qui, derrière un sujet qui pourrait paraître assez dur, et finalement il y a des choses qui sont sous-entendues qui peuvent être assez dures, reste très doux, très touchant, très bienveillant. Et si comme moi vous lisez les 6 livres de la série principale, c'est un livre qui m'apporte une mélancolie indéfinissable, dans le sens où donc, le premier livre se passe de ses 11 ans à ses 17 ans, donc son passage de l'enfance à l'âge jeune adulte. Et les livres suivants vont être des livres où elle va devenir institutrice, elle va aller à l'université. Au bout d'un moment, elle va finir par se marier, par avoir des enfants. Et il y a un côté, moi je les avais lus il y a quelques années, tous d'un coup, en un week-end. Et ce côté de se rendre compte quand on arrive à la fin, quand on est sur des livres beaucoup plus concentrés sur ses voisins, sur ses enfants, et de voir qu'on est passé d'une enfant tellement finalement touchante par sa manière d'être, à une adulte qui a des enfants qui n'est finalement même plus le centre de sa propre histoire. Il y a quelque chose de très mélancolique dedans, dans des livres qui sont finalement en réalité très touchants. Sachant que le dernier livre de la série suit principalement sa fille pendant la Première Guerre mondiale. Donc il y a aussi ça qui n'est pas niveau mélancolique. Cela dit, si vous aimez quelque chose de plus doux, les premiers livres sont vraiment, comme je dis, les 3-4 premiers livres sont vraiment tournés autour de Anne Shirley et de son passage de l'enfance à l'âge adulte. C'est aussi des livres qui peuvent être étonnamment lus du prisme des études queer, par exemple, parce qu'il est très facile de lire Mathieu, donc son père adoptif, comme un personnage queer. Sa relation avec sa meilleure amie, surtout dans le premier livre, est une relation qui peut très bien être lue comme une relation d'amour enfantine. C'est un livre qui peut être lu du point de vue... Moi, je suis en cours d'essayer d'avoir un diagnostic de TDAH et je me retrouve énormément dans le personnage principal. Sa manière de faire des erreurs sans arrêt, de parler beaucoup, d'interrompre les gens, de pas savoir quand s'arrêter de parler, mais aussi son imagination, la manière de regarder la nature sans arrêt. Je trouve que c'est un truc, moi, qui me touche énormément pour ça. Je sais que certaines personnes autistes se sont retrouvées dans le personnage de Matthew, donc son père adoptif, qui a cette relation avec elle très touchante, mais qui est presque incapable de dire ses émotions d'un point de vue, d'une manière littérale, mais qui va les montrer par certains actes, en fait, et par une manière d'être. Et c'est un livre, je pense, qui est un classique, pour plein de raisons, qui peut être lu et relu et dans lesquelles on peut voir tellement de choses. Et comme je l'ai dit, c'est un livre qui a été écrit en 1908 par une femme qui centre une jeune fille qui en plus va être montrée comme très vite brillante, qui va en partie faire des études, etc. C'est un livre qui, je pense, si c'était aujourd'hui, on nous aurait dit que c'est une Marissou et que c'est un livre woke et que c'est une honte. Bien sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir de. Alors, je pense que si vous vous intéressez à l'histoire du Canada, c'est aussi très drôle parce que c'est pas à l'avant, mais on peut comprendre certains sous-entendus culturel de l'époque, par exemple la manière dont, quand ils veulent adopter un garçon, ils disent ah non, on veut pas adopter un français, et en fait ce qu'ils appellent français, je suppose, est québécois. Enfin, il y a vraiment un côté où on voit l'histoire du Canada derrière, mais encore une fois, c'est pas mis en avant, c'est quelque chose qu'on peut sous-entendre en filigrane. Voilà, moi c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. Quand je l'ai relu, j'ai beaucoup pleuré, pas parce que c'était spécialement triste, mais parce que les relations qu'elle créait avec ses 2 parents adoptifs m'ont énormément touchée. Et moi, j'aime beaucoup les relations entre une personne... j'aime beaucoup les relations comme ça, entre une personne très effusive et à côté une personne très rentrée, très stricte. Et c'est un truc qui me touche énormément, mais en plus, je me retrouve énormément... Pas tellement moi, adulte, mais moi, enfant, dans le personnage de Anne Shirley. Donc c'est vraiment quelque chose que, si vous avez le temps, ça se lit relativement vite. Comme c'est un livre qui a été publié en 1908, c'est aussi libre de droit, donc vous pouvez trouver des audiobooks gratuits sur des applications de podcast si vous écoutez en anglais.
Faut juste être prêt à certains mots de vocabulaire qui sont utilisés différemment aujourd'hui, comme je disais plus entre nous sur le Discord. Par exemple, on utilise des mots queer ou ejaculate de manière différente de nos jours. Donc ça peut être drôle de temps en temps, de manière les mots gays, etc. Mais vraiment, c'est quelque chose que je vais m'arrêter là. Mais je vous conseille, c'est vrai, quelque chose à la fois de nostalgique et mélancolique, mais aussi de très très doux et de parfois très drôle et parfois un peu triste parce que, comme je dis, ça se passe sur une 50aine d'années, donc forcément, les choses changent. Mais oui, voilà, je ne sais pas trop comment finir, mais je dirais lisez si vous avez le temps. Et c'est un... Parce que là, je vois qu'il n'y a pas de tomaison sur la couverture. Tu peux, si jamais on ne tombe pas sur celui-là, mais sur un suivant, est-ce qu'on peut quand même arriver à comprendre ou c'est vraiment très sérialisé et il vaut mieux avoir lu dans l'ordre? Ah, alors, j'aurais du mal à lire parce que je les ai lus de suite quand je les ai lus originellement. Je pense que si vous arrivez au 2e tome ou au 3e tome, déjà vous le saurez tout de suite. Ouais. Mais je pense que ça c'est lisible dans le sens où donc j'ai dit qu'il y a une série de 6 livres et à côté il y a des livres qui ont été rajoutés qu'elle a écrits Oui. en 1936, 1939. Elle a écrit des livres qui se passent au milieu de ces livres. Elle a aussi utilisé les personnages dans des recueils de nouvelles. Mais de manière générale, les livres entre eux sont beaucoup des petits moments. Donc surtout le premier livre, en fait, il va y avoir un petit moment, un petit moment, un petit moment. Enfin, par exemple, qu'est-ce qui va se passer à l'école à tel moment? Il va y avoir un problème avec le professeur qui va pas comprendre quelque chose et on va parler de ça. Donc, si vous avez raté le premier livre, je pense pas que ça empêche la lecture. Par contre, pour la compréhension émotionnelle, je recommanderais beaucoup de chercher sur Internet Anne de Green Gables. Sur Wikipédia, il y a une table dans l'ordre et vous avez les dates d'édition. Si vous lisez dans l'ordre d'édition, vous aurez les 6 premiers livres, c'est le premier bloc qui est vraiment l'histoire telle qu'à la base elle a été racontée. Ou alors vous pouvez lire tel que dans l'ordre de lecture qui est aussi donné sur Wikipédia, qui va vous rajouter des histoires au milieu. Je peux pas vous dire à quel point c'est intéressant parce que je les ai pas lus. J'ai juste lu les 6 livres, les 6 premiers livres. Et j'ai l'impression que, d'après ce que tu décris, c'est un livre qu'on peut aussi mettre entre les mains de grands enfants ou d'adolescents, non? Puisque ça a l'air de Alors, très bien décrire l'enfance. tout à fait, je dirais surtout les 2 premiers livres. Déjà le premier livre, si vous avez des enfants qui sont considérés un peu comme précoces ou même sans être précoces, qui sont très imaginatifs, je pense que ça peut leur parler. J'ai envie de dire, sûrement, surtout si c'est des filles, parce qu'il y a ce côté finalement être une fille dans un monde d'hommes, mais si c'est des jeunes enfants, je pense que déjà c'est... Enfin, j'ai pas lu la traduction française, donc je ne sais pas ce qu'il en est de la traduction française, et c'est un peu compliqué de conseiller un livre en anglais à des enfants, mais je pense que au niveau de l'histoire, c'est tout à fait lisible par des enfants. C'est un livre qui a été écrit pour pouvoir être lu à la fois par des adultes et des enfants, donc c'est tout à fait lisible pour des enfants. Et si vous avez des enfants très imaginatifs, tout le temps en train de raconter des histoires, je pense que ça peut vraiment leur parler. Surtout le premier tome, donc Anne de Green Gables. Je pense que si vous avez des enfants, à mon avis, ça peut vraiment leur plaire. Surtout si c'est des enfants qui aiment lire ou raconter des histoires ou courir dans la forêt, mais qui aiment lire quand même. En tout cas, merci, c'est un chouette pareil. Tu nous as bien donné envie, comme Corée, de lire ces bouquins. Je suis contente. Donc si des gens sont sur le chat et le lisent, vous pouvez toujours Enfin, ça me ferait plaisir d'entendre ce que vous en avez à dire d'ailleurs. Bah, carrément, parce que tu m'as intriguée en plus en disant que l'adaptation série de Netflix, là, les Anne with an E, est vachement plus, c'est vachement écarté. Donc bah voilà, je pense que ce sera une de mes lectures prochaines. Bah, j'en suis contente du coup. Dis-moi ce que t'en penses quand tu l'auras lu. Ça marche. On passe à Anaïs maintenant. Oui, tout à fait. Alors, le bouquin que je voulais vous présenter, c'était donc Le berger de l'Avent de l'auteur Gunnar Gunnarsson. J'espère que je le prononce bien parce que je ne maîtrise pas la langue islandaise. Bon, c'est un petit roman qui a presque le format d'une nouvelle finalement, puisqu'il fait, je crois, 68 pages ou 69 pages, grosso modo. Donc, ça se lit presque d'un coup. Voilà, c'est le genre de bouquin, c'est la bonne période là en ce moment quand il fait bien froid. Bon, on n'est pas encore en décembre, mais on l'ouvre avec une bonne tasse de thé, on y passe 2 heures et on a vécu quelque chose de très beau puisque bon, c'est quand même un livre qui est un grand classique, en Islande.
d'un auteur qui est très classique en Islande, pas très traduit en français. Je crois qu'il y a que 4-5 ouvrages qui ont été repris en français, alors qu'il en a écrit bien une quarantaine. Donc voilà, c'est un très grand livre, c'est un très grand auteur parce qu'il a été pressenti pour le prix Nobel de littérature, je crois 5 ou 6 fois, il me semble. Donc c'est une écriture Ouh. qui est très belle. Et voilà, donc je vais vous raconter un peu de quoi ça parle et puis après un peu les thématiques. Mais donc ça a été inspiré de faits réels en fait, cette histoire. Et donc c'est un berger qui en début décembre s'apprête à faire son périple habituel pour l'hiver, c'est-à-dire avant que l'hiver s'abatte vraiment sur l'Islande, de partir haut dans les montagnes pour récupérer les moutons qui se sont égarés loin des pâturages. Et donc c'est pour lui, une épopée à chaque fois puisque, il s'agit, de partir pour plusieurs jours, dans le froid quand même, glacial. Et donc il y va, avec son chien et son bélier. Donc il y a un trio qui est tout de suite décrit par l'auteur, entre, l'homme et puis les 2 bêtes qui l'accompagnent. Et les 2 animaux en fait sont, comment dire? Sont des personnages à part entière puisque le bélier qui s'appelle Rock, on le décrit, avec des caractéristiques, humaines. Il est sage, son maître lui, en dit que c'est un vrai pape. Et il a enfin, c'est vraiment le sage de la bande. Et puis il y a le chien Léo qui lui, fait son chien, très fidèle, très joyeux. Et puis, qui va un peu, mener la troupe, avec, l'allant que peuvent avoir les chiens. Et puis donc ils s'attaquent, à la montagne. Et très vite ils vont être surpris en fait par la tempête et le blizzard. Et voilà, donc c'est il y a je vous raconte pas vraiment comment ça se déroule, mais il y a cette permanence tout le temps de la mort qui est, présente constamment, et cette espèce d'universalité du propos, de l'humanité, et de la petitesse de l'humain face à la nature et face aux éléments, puisque vraiment c'est, un homme et puis ces 2 animaux qui affrontent, des conditions météorologiques, terribles, de plus en plus difficiles. Et voilà, on pressent qu'il se dirige vers un cap de sa vie, puisque dès le départ, il explique que c'est, la 27e année, qu'il fait ce périple. Et puis que c'est pile, à la moitié de son existence qu'il avait commencé à 27 ans à faire ce périple. On comprend qu'il y a une espèce de tour du destin qui se met en place. Voilà. Et bon, il leur arrive, beaucoup de choses, mais l'histoire en elle-même, le récit est très simple dans son propos. Bon, c'est comme je disais que 70 pages, mais en revanche, le récit est vraiment, comment dire? Ciselé, comme un flocon de neige, quoi. Il y a vraiment cet effet, où, il traverse les éléments. Alors on a le blizzard, on a le vent, on a vraiment tous les éléments du climat qu'ils affrontent, qui sont de plus en plus difficiles, qui donnent cet effet un peu comme on dit dans la langue, inuktitut, je sais pas si je prononce bien, mais où il y a ces 50, ou plus, mots pour décrire la neige. On a cet effet-là aussi Mmh. un peu, cette impression que, vraiment, on affronte tous les temps, parce qu'il y a aussi des moments d'éclaircie, des moments de calme, où ils se retrouvent sous la voie lactée, et puis il y a aussi l'omniprésence de la nuit puisque évidemment ça se passe en Islande. Et donc il y a les journées qui sont très courtes et les nuits très longues. Hem, voilà, donc c'est voilà, bon, il y a beaucoup de choses, hein, dans ce récit. Voilà, on a aussi le côté, c'est un berger qui connaît tout de la montagne, voilà, c'est le genre de personnage qui va, être capable de reconnaître, dans un blizzard pas possible, juste en touchant les rochers, à se retrouver où est-ce qu'il est, à retrouver le refuge, quasiment à l'aveugle. Et voilà. Bon, c'était vraiment très beau. Alors je sais pas si je le décris, comme il faut, mais puis il y a aussi évidemment, bah, comme le pressent le titre, hein, Le berger de l'Avent, il y a aussi une symbolique biblique, puisqu'il y a tout à comment dire? Un champ lexical aussi, de la religion, puisqu'il y a l'Avent, le pèlerinage. Et puis il y a cette trinité sur les 3 personnages qui sont vraiment, délibérément présentés comme une trinité, même le bélier qui est représenté comme un pape, et cetera. Mais je pense qu'il faut pas le voir comme,
une symbolique d'une scène chrétienne, mais plus vraiment comme un récit qui a été écrit en 1936, donc où la religion était quand même très présente et qui, comment dire, colore toute la vie humaine à cette époque. Euh, Voilà, c'est aussi rigolo de le regarder sous un aspect traduction, puisque en fait, donc l'auteur lui est islandais, mais il écrivait en danois, puisque à l'époque de Mm. l'écriture, en fait, Pour ben, ça qu'il y a une c'était double traduction, du coup. exactement, oui, oui, c'est ça. En Mm. fait, c'était le royaume du Danemark hein, qui régnait donc sur l'Islande, et donc du coup, il ne peut écrire que en danois, et lui-même a retraduit son œuvre vers l'islandais tardivement. Donc en fait, il existe, comme c'est un classique, il existe plusieurs traductions depuis le danois et lui-même a fait sa propre traduction. Et il y a aussi des grands auteurs islandais qui ont retraduit vers l'islandais. Et là, nous, ce qu'on a en France, c'est traduit depuis l'islandais. Voilà, Ok. donc c'est vrai qu'il y a un double passage, mais qui a été réalisé par l'auteur, donc qui est chouette. Je pense Et qu'elle. sa sœur ou sa fille, j'imagine, du coup, Maria Gunnarsdottir? Alors non, les Non? traducteurs là de l'islandais vers le français, c'est une traduction récente, hein. Ça a été D'accord. traduit en 93 et c'est un duo de traducteurs. Donc je ne sais pas exactement, je crois que ce sont des chercheurs parce que ce sont des universitaires. Donc je pense qu'ils travaillaient au moins ensemble. Je ne sais pas quelle relation ils avaient, mais effectivement la traduction est de très belle facture. On ne sent pas du tout le fait que c'est une traduction. C'est vraiment très beau. Je peux vous en lire des tout petits bouts de phrases si vous voulez. Non, alors on a par Bah, exemple. Oui, vas-y. Si, vas-y. mm. Et c'est ainsi que Bénédicte avançait, perdu dans ses pensées, avec des moments clairs, des moments sombres, et le jour déclinait autour de lui, et la pleine lune derrière les nuages se détachait sur un ciel pâle. Voilà. Le récit est vraiment très bien écrit et il y a quand même une rythmique dans l'écriture qui fait qu'on est à la fois sur un récit intérieur, poétique et comment dire, contemplatif, mais en même temps, il est aussi très structuré et on sent que l'auteur a réfléchi à la structure de son récit. Il y a vraiment un rythme au fur et à mesure. Il y a notamment un chant qui revient, qui aide, qui pousse le berger à avancer, à aller plus loin et qui lui donne de la force et du courage pour continuer. Et cette strophe de chant, elle revient régulièrement et des fois on sent qu'elle est entrecoupée parce qu'il a le souffle court lui-même. Et ça vient ponctuer en fait le récit au fur et à mesure. Et aussi, en même temps que la météo, on sent que à force, à mesure que, disons, la tempête fait rage, le rythme devient plus haletant, les phrases deviennent plus courtes. Enfin voilà, il y a toute une recherche comme ça sur l'écriture qui est vraiment hyper intéressante. Voilà, par exemple, là, quand la tempête fait rage, vous voyez, ça fait des phrases beaucoup plus courtes. Il va faire obscurité de la neige, obscurité tourbillonnante et toujours la même furie, affrontement de colosses, combat de forces invisibles, chaos frénétique. Voilà, on est sur des phrases qui sont beaucoup plus cadencées. On sent que lui-même, il est en train de, comment dire, d'avoir le souffle court tout en marchant dans la tempête. Voilà, il y a Toi, à la toutes ces choses lecture, qui ça sont. entraîne, Oui, tout à fait, exactement. On est dans un rythme. C'est ça pour ça que ça t'entraîne se lit. aussi, j'imagine. Ouais. Tout à fait. C'est pour ça que ouais, ça se lit d'une traite quasiment parce que voilà, on rentre dans une espèce d'aventure, on plonge dans la neige en fait et on s'enfonce au fur et à mesure jusqu'au bout de l'histoire. Voilà. Et il mange quoi? Pardon, hein, c'est Ah terre oui, à terre très comme bonne, question, mais très bonne question. Alors, ils mangent, d'ailleurs, ils le disent au début, en fait, grosso modo, ils s'équipent de café et de viande congelée, en fait. Hmm. En fait, ils s'arrêtent à des refuges à des moments, puis il y a des moments où ils mangent vraiment froid tout le temps. Et voilà. Et il y a aussi cette espèce d'angoisse au fur et à mesure du récit qui est que on sent que ses réserves s'amenuisent. Il croise des gens qui profitent un peu de son aide parce que c'est vraiment un personnage un petit peu très paternel qui va s'occuper de tout le monde, de la montagne, des animaux, qui va faire passer les autres avant lui. C'est-à-dire qu'il y a des bergers, enfin des fermiers qui ont égaré des bêtes et donc il va les aider malgré le fait qu'il a presque plus de réserve de nourriture. Voilà. Et donc au fur et à mesure, on sait que ces réserves s'amenuisent. Et donc voilà, donc il y a ce côté effectivement omniprésent de la mort en fait tout le temps qui plane et enfin, moi j'ai eu tout le temps l'impression qu'on se dirigeait vers la mort du personnage tout du long. Je vous révèle pas la fin parce que ça vaut le coup de la lire, mais voilà, c'est présent comme ça tout le temps. Bah super, bah Ok. merci. Écoute, pareil, bien envie de le lire aussi.
Ouais, c'est pas super sous un plaid joyeux, au chaud. mais c'est Ouais. très humain. C'est pas déprimant du tout. C'est même plutôt lumineux, en fait. Ouais, ça parle vraiment de la Malgré le force fait que de ça se passe dans la oui, nuit. c'est très dur, mais ouais, ouais, c'est très lumineux et c'est très beau sur la simplicité d'une vie, voilà, de peu de choses, en fait, voilà. Ça nous éloigne d'un peu de nos écrans, de toutes nos technologies et cetera et on retombe vraiment dans l'essentiel, c'est-à-dire, un homme, un peu de café et un bâton de berger, quoi. Eh ben, merci pour ton partage de Ouais. lecture. Merci. Ouais. Merci, ouais. Ça a l'air De rien. magnifique en tout cas. Les Ouais, citations sont super belles. Ouais, ouais, enfin, on pourrait presque tout surligner, c'est ouais. vraiment très, très beau au niveau de Mm. l'écriture et je trouve ça assez remarquable parce que c'est quand même une traduction donc c'est très réussi. Alors, il y a un livre que j'ai pas lu, mais dont j'ai vu énormément d'adaptations, c'était le vieil homme qui plantait des arbres. Ça me fait un peu penser à ça. Est-ce que tu l'as vu ou lu? Est-ce Non, que tu je l'ai dirais que c'est pas similaire? bah, du coup, je l'ai pas lu. Je sais qu'apparemment ça aurait inspiré, Le vieil homme et la mer, non, parce que bon, c'était quand même relativement Mm. connu donc je sais pas si c'est un peu le même genre de propos, mais c'est vraiment quand même l'histoire d'un homme qui affronte, la dureté de la vie et les éléments et puis qui est en espèce de lutte, heu, pour survivre et puis, voilà. En tout cas, merci. Ça a l'air vraiment magnifique comme. Et le dernier livre ce soir, c'est Manu qui va nous en parler. Oui, c'est moi. Oui. Et je vous ai dit en intro que j'ai flingué un de mes principes que j'avais posé il y a 4 mois. Il y a un mois, 4 semaines. C'est que. Est-ce que j'ai pas fait une faute à tranquillité dans cette histoire? Ah non, c'est bon. Non, je Non, l'ai ça va. corrigé. Oui, c'est ce que je me suis dit en voyant la couve, c'est que j'avais du mal à écrire à la base. La mer de tranquillité, qui est le dernier roman d'Emily St. John Mandel, et du coup, il y a un mois, je vous avais parlé de L'Hôtel de Verre, qui était son avant-dernier roman sorti en 2020. Et je vous avais présenté celui-ci comme étant la suite, mais je voulais pas l'acheter parce que l'autre était en poche et voilà tout ça. Mais bon, il s'avère qu'elle était à Nantes la semaine dernière. Elle est encore là, je crois d'ailleurs. Ma ville, du coup, j'allais pas passer à côté de lire son livre et de demander une interview, donc j'y suis allé et j'ai lu le livre. Et ah, excusez-moi, il y a un. Vous avez pas vous, mais moi j'ai les notifs Twitch et il y a eu un abonnement. Merci pour l'abonnement. Merci pour l'aide. Merci pour Et l'abonnement. et du coup, oui, donc La mer de tranquillité était présentée comme la suite de l'Hôtel de Verre. Et en fait, pas exactement. Pas exactement parce que, alors je vous avais dit, je vous avais parlé de Station Eleven et du coup de la sortie de La mer de tranquillité. Ouais. Station Eleven qui est en fait son premier roman SF, mais elle a déjà écrit 6 romans en tout, c'est son 6e le dernier. Elle en a écrit 3 avant qui sont classés comme des romans noirs ou des romans de détective. Et pour en avoir parlé avec elle, il s'avère que, en fait, quand on lit ces romans, c'est principalement des histoires de personnages et, comme elle le dit, s'il y a un détective, bah, c'est classé comme roman noir. S'il y a du voyage dans le temps ou une pandémie, bah, c'est classé comme de la SF, mais ça change pas grand-chose. Donc j'ai pas lu les anciens, mais ici on a en fait plus d'un genre puisqu'on va avoir une enquête avec du voyage dans le temps et on va toujours quand même parler de l'intime et parler des personnages. Mais c'est pas exactement une suite puisque l'idée c'est que ça va reprendre des personnages qu'on a vus dans l'Hôtel de Verre, mais pas exactement. On est en fait dans un multivers de romans qui sont faits à travers, enfin de roman en roman où elle va reprendre des personnages pour le fun de les présenter d'autres façons parfois. Ici, en l'occurrence, on a un élément qui est totalement différent de ce qui se passe dans l'Hôtel de Verre, mais tout le reste est globalement pareil. Mais dans une optique de gagner du temps déjà dans l'écriture, elle se pose sur l'idée du fait que si on lit tous les romans avec ces personnages-là, on a un meilleur aperçu des personnages, mais on les a aussi sous différents aspects. De quoi ça parle? On va aborder la théorie de la simulation, entre autres, qui est une théorie que j'aime beaucoup, puisque, alors je pense que tout le monde est un petit peu familier, mais au cas où, la théorie de la simulation, c'est l'idée que notre monde est tellement logique, est-ce qu'on ne serait pas dans une PS8, par exemple? Est-ce qu'on vivrait pas dans une simulation et en fait on est tous des PNJ et voilà, mais on n'en sait rien de notre point de vue. Comment ça va intervenir? On va suivre une histoire qui va du début du XXe siècle au début du XXVe siècle, avec un récit en accordéon ou
à la Claude Atlas, où on va partir du tout début de l'histoire, arriver au milieu au 24e siècle, et ensuite redescendre dans l'autre sens. On va d'abord suivre des personnages de la vie quotidienne. On ne sait pas pourquoi on les suit spécialement, mais différents personnages. Donc, un homme au début du XXe siècle qui a été un peu banni par sa famille d'Angleterre et qui est envoyé je crois que c'est en Nouvelle-Angleterre justement, et qui va plus tard subir la guerre, mais qui va être important plus tard dans l'histoire parce qu'il va vivre un événement particulier, qui va lui donner l'impression qu'il est fou. On va ensuite suivre des personnages qu'on a vus dans l'hôtel de verre, mais avec un petit twist. Et dans le futur, on va suivre l'histoire d'une autrice qui là va nous parler, nous faire une sorte d'autofiction sur la vie de Emily St. John Mandel en convention, puisqu'en fait c'est une autrice qui fait une tournée de promotion de son nouveau livre qui parle d'une pandémie, et du coup en fait c'est elle pendant sa tournée de promotion de Station Eleven avec différents éléments qu'elle a pu, soit des ressentis, soit des remarques qu'on lui a fait sur son travail, des choses comme ça qui sont intégrées dans l'histoire. Et au bout de tout ça, au bout de la ligne temporelle, on va avoir un personnage qui est un peu un loser dans la vie, mais dont la sœur travaille à l'Institut du Temps, et va lui parler d'un bug dans la matrice, où en fait elle va elle va parler du fait qu'il y a à différentes époques dans le temps, donc concernant les personnages qu'on a vus avant, il y a un bug à un moment, les personnages ont raconté ou des choses ont été filmées qui montrent que il y a une sorte de collision temporelle, on entend et on voit des choses qui ne sont pas là au moment où ils devraient l'être. Et du coup, en parlant de ça à son frère, ça va donner l'envie à son frère de s'intéresser et d'enquêter sur le truc, et il va devenir agent temporel. Avec l'idée que de toute façon, ils sont dans le futur, donc il va se former pendant 5 ans, en s'informant de toutes les personnes avec qui il peut interagir dans le passé, pour essayer de ne pas bousculer la ligne temporelle, pour aller voir si, en fait, ça serait pas tout simplement de la corruption de fichiers, des fichiers dans la matrice qui ne fonctionneraient pas bien. J'aime beaucoup la théorie de la simulation, notamment je suis un peu tombé dedans récemment parce que l'idée même de la théorie de la simulation vient du fait que le monde est tellement logique que pourquoi on serait pas dans un super ordinateur. Mais du coup, l'observation statistique du monde nous montre des patterns. Et du coup, l'idée même, pour blaguer, moi je sais que pour blaguer, je me suis intéressé à la théorie. Et en fait, il n'y a pas de fin parce que tout nous prouve qu'on est dans une simulation, si on veut. La rhétorique est brisée, en fait. On peut aller très profond dans le rabbit hole, si vous voyez ce que je veux dire, Ouais. de Reddit et Wikipédia et tout ça. Mais ça reste une théorie qui est difficilement non prouvable. Et là, l'idée du livre, c'est de se dire, est-ce que ça, c'est pas une preuve qu'on vit dans une simulation? Et du coup, le personnage va repartir dans le temps. Et ce qui est intéressant, c'est que on le découvre. Nous, on a une lecture, comme je vous l'ai dit, qui part du passé. Et en fait, au cours de notre lecture, on sait que le livre parle de voyage dans le temps. Donc, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont des personnages qui sont probablement des voyageurs dans le temps qui sont venus. Mais voilà. Mais l'autrice joue un peu avec nos attentes parce que on sait vers quoi ça va aller un petit peu. Mais en même temps, elle joue avec son multivers, puisque le moment où, dans une conversation, on va se rendre compte qu'il y a un personnage, il est en 2019, il est tout début 2020, et il n'y a pas encore la pandémie de Covid, et il parle de Covid, et il se rend compte que les gens ne connaissent pas encore. Donc là, on se rend compte que lui, il n'est pas de la bonne époque. Mais dans la même phrase, elle va nous parler du destin d'un personnage de l'Hôtel de Verre, dont le destin n'est pas du tout le même, et qui correspondait à ce que je vous parlais de la contre-vie la dernière fois. C'est-à-dire, il y a un personnage en prison qui s'imaginait une vie, et dans cet univers-là, c'est la vie qu'il a eue. Du coup, ça donne des attentes qui dépassent le roman dans l'idée de où est-ce qu'elle va avec ce multivers. Et en fait, elle les joue seulement, donc on n'aura pas forcément une réponse un jour. Mais c'est pas très grave. Et au milieu de ça, ce qui est intéressant en plus, c'est qu'il y a une réflexion. Alors, comme je vous l'ai dit, ça reste très intime. On suit surtout en fait des personnages et l'enquête est intéressante dans la construction du roman. Mais je vous donnerai pas le twist final de ce qui se passe. C'est pas forcément le plus important. Le plus important, c'est ce que ça nous dit des personnages et de la vie, et de choses comme ça, et de la société, et de tout. Notamment, dans le futur, l'autrice, elle vit sur la Lune. L'humanité, d'ici 200-300 ans, dans cet univers, a déménagé sur la Lune. Mais elle a eu le temps déjà. Elle vit dans un quartier tout beau, avec des dômes et avec... un faux ciel en haut du dôme et tout.
Mais le voyageur du futur, il vit dans le même quartier en l'occurrence, puisqu'il y a une histoire qui vit dans le même... Je sais plus s'il vit ou si c'est sa pote qui vit dans la même maison que l'autrice, mais du coup 100 ans plus tard. Et le quartier est délabré, le dôme fonctionne plus, c'est devenu une banlieue délabrée en fait. Et c'est intéressant de voir du coup cette évolution dans le temps de ce qui pour nous est le futur, mais ce qui serait un passé délabré dans un futur encore plus lointain. Au milieu de tout ça, il y a une réflexion d'un personnage que j'aime beaucoup, puisqu'on parle de voyage dans le temps, donc on s'attend à avoir des paradoxes, et il y a une réflexion assez paradoxale qui est sur l'institut même du temps au sein du livre. C'est une amie du personnage qui va revenir dans le passé qui lui dit ça, qui dit « L'institut du temps retourne mettre de l'ordre dans le passé uniquement si les dommages risquent d'affecter l'institut du temps. Ce que tu dois comprendre, c'est que la bureaucratie est un organisme et que l'objectif premier de tout organisme est l'autoprotection. La raison d'être de la bureaucratie est de se protéger elle-même. » Ce qui en fait une organisation paradoxale, c'est-à-dire que elle n'existe que pour exister et pour contrôler que le temps ne l'impacte pas elle-même. Mais si un individu retourne faire quelque chose qui ne va pas embêter la machine, qui ne va pas être un grain de sable, c'est pas grave. Et l'institut va violemment l'exécuter dans le temps, quoi, le faire en sorte de tuer quelqu'un et le mettre en prison pour qu'il passe sa vie en prison sans impacter le temps ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment une institution qui est à la base est scientifique, mais qui est très violente. Et j'aime beaucoup ce paradoxe, parce qu'au final, le voyage dans le temps, il y aura des choses... si vous êtes ceux qui me connaissent mon affect pour le voyage dans le temps. Mais il y a de quoi s'en mettre un petit peu sous la dent, quoi. Il y a des idées, il y a des réflexions. Mais j'aime beaucoup cette idée qui est beaucoup plus contemporaine sur cette machine qui écrase les individus jusque dans un futur qui est censé être un petit peu utopique, mais pas tellement, parce que c'est juste le monde qui se répète et qui se répète et qui se répète. Donc voilà, une très bonne lecture. Alors ça se lit incroyablement vite. L'autre, je vous avais dit que je l'avais lu en 4 jours, celui-là je l'ai lu en 2 jours et il fait 300 pages à peu près. C'est entre la très longue nouvelle et le très court roman. Mais une très bonne lecture encore, et je pense qu'il va encore très bien fonctionner. J'espère qu'il arrivera aux poches pas trop tard pour se vendre un peu plus. Parce que ça reste 22 € à lâcher pour un bouquin de 300 pages quand même. Et tu peux le lire sans avoir lu L'Hôtel de Verre, parce qu'en fait, il s'avère que je l'ai sur ma pile à lire, mais j'ai pas L'Hôtel de Verre. Ouais. Bah, j'ai vu, je sais que j'ai un pote sur Twitter, j'ai vu qu'il l'avait lu et qu'il n'avait pas lu L'Hôtel de Verre. Tu peux totalement le lire, c'est juste il y a des personnages, tu le sais pas forcément, mais dis-toi que ceux qui sont dans les années 2020, c'est des personnages de L'Hôtel de Verre, quoi. Mais à part ça, ça te change pas, ça te change rien et ça spoil un élément de L'Hôtel de Verre, mais c'est pas très grave. J'allais dire, est-ce que tu peux les lire à l'inverse, commencer par celui-là et ensuite lire L'Hôtel de Verre? Bah d'autant que tu vois ce que je te disais, quand on se rend compte, si t'as pas lu L'Hôtel de Verre, il y a un moment dans le même chapitre, tu vas te rendre compte qu'il y a un personnage qui est un voyageur du temps, et t'auras pas le fait que dans le même chapitre, il y a le destin d'un autre personnage qui a été changé par rapport à ce que tu connais. Mais du coup, si tu lis L'Hôtel de Verre après, t'auras une autre lecture de la contre-vie. Et du coup, tu vois, l'un dans l'autre, peu importe l'ordre, ça te rajoute toujours une couche à la lecture. Donc voilà, encore une très bonne lecture. Je pense que je vais finir par lire Station Eleven parce que j'ai vu que la série et je sais que ça change considérablement par rapport aux différentes intrigues du livre. Donc je pense que je vais m'y mettre. Mais là, j'ai commencé Rêveur Zéro d'Elisa Beram, du coup, je vais finir ça. Et tu as pu l'interviewer, l'autrice ? Oui, j'ai pu l'interviewer, ouais. Ça et sortira bientôt. La lire, Non, ce sera en audio. J'ai fait 20 minutes d'interview en anglais, donc je vais voir pour la traduire et doubler, et je publierai les 2 versions du coup. D'accord. Trop bien. Et du coup, t'as lu la version française ou la version anglaise de... Version française, Okay. Parce que c'est sorti l'année dernière en Amérique du Nord et fin août, je crois, en France, pour la rentrée littéraire, quoi. Je vois... alors, on a eu un raid tout à l'heure de Roll Pelforce, merci beaucoup, et on a Galactic Mate qui nous dit, surtout si on est dans une simulation, ça veut dire qu'il y a des gens qui l'ont fait. Bah oui, ça veut dire qu'il y a quelqu'un en dehors de la simulation, mais ça pourrait être quelqu'un dans son garage, quelqu'un comme nous dans son garage qui a fait une simulation géante, et c'est avec une meilleure technologie que nous, hein. Mais bon, on verra. Ce que je sais, c'est que des fois, j'arrive à influencer la simulation en jetant des dés, mais ça marche pas tout le temps, donc qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon, je ne sais pas. Mais je me souviens sur les
d'avoir lu à un moment quelqu'un qui disait ça se trouve la magie, tu sais, on a toujours l'impression qu'au Moyen-Âge et tout, ça parlait de magie, ça se trouve la magie c'était Oui. des bugs informatiques qui ont depuis été patchés. Et que c'est pour ça qu'il y a plus de magie aujourd'hui. Bah, c'est Oui, le j'aime bien cette principe, théorie. c'est la loi de... Ouais, je sais plus, c'est la troisième loi de Clark, ouais. Ouais. Toute la technologie magie. suffisamment avancée passe pour de la magie. Ouais, c'est ça. C'est Stargate, quoi. Oui. TMTC, la Clara. Ouais. Mais je me retiens depuis tout à l'heure faire des références à Stargate et Star Trek, donc je Mais vais il faut continuer pas. à me retenir. Par contre, il faut. ouais, si vous aimez les voyages dans le temps, il y a Paradox Hotel de Rob Hart aussi qui est pas mal. Ok. Ouais, j'aime beaucoup les voyages dans le temps. Ouais, bah, vas-y. C'est mon truc de l'ASF que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi, donc on se dealera des titres plus tard. Moi, mon problème dans les voyages dans le temps, c'est pas le côté paradoxe, parce que ça j'aime bien, c'est que ça me dévaste quand il y a des changements dans les lignes temporelles, de me dire que, tu sais, quand t'as vu une ligne temporelle et qu'elle est changée, ça me dévaste de me dire que ce truc auquel tu t'es attaché finalement n'est même pas mort, mais n'a jamais vécu. Il y a un côté, ça me rend tellement triste intérieurement. Ça dépend du voyage dans le temps, ça crée Oui. peut-être une nouvelle timeline, C'est ça. mais On regarde sans pas effacer Loki, la alors. première. Ah, mais si tu crées une nouvelle timeline, c'est d'autant plus triste parce que par exemple, quand il y a des gens qui remontent dans le temps, ça veut dire qu'ils ont soudainement disparu de leur propre timeline. Enfin, quoi Bien sûr. que tu fasses de voyage Bien dans le temps, il y a toujours une partie où je me dis, il y a toujours un côté très triste pour moi. Mais je pense que je suis très mélancolique de manière générale comme personne et j'ai tendance à voir le côté triste avant le côté joyeux. Mais C'est très Sache empathique aussi. sache que dans Terminator, quand ils reviennent dans le passé pour sauver John Connor, ils sauvent le John Connor d'une nouvelle timeline et pas celui de la timeline originale Ouais. qui a déjà été sauvé par un autre Terminator dans le passé. Quoi? C'est pour ça que la timeline change à chaque fois. Parce que c'est jamais le même, le même futur d'où ils viennent et le même passé dans lequel ils reviennent. Et c'est pour ça que c'est jamais le même John Connor au final. J'ai prévu d'écrire un livre sur Terminator, sachez-le, mais un éditeur me l'a refusé, il faut que j'en trouve un autre. J'ai un plan de 6 pages à vous partager, il y a le voyage temporel dedans. À fond, on est prêt pour le prochain coin lecture. Ouais, faut que j'écrive d'ici là. Mais bon. Est-ce qu'il y a des... Alors, j'ai pas accès à Twitch parce que ma connexion, même si j'ai récupéré Internet suite à la tempête... Est-ce qu'il y a j'ai des commentaires ou autres? Des Alors, commentaires ou autres, ouais. bah, on avait Galactic Mate avant qui disait c'est Matrix quand je parlais de simulation, et oui, bah, c'est l'idée, ouais. C'est pas aussi dans Men in Black où ça finit, on est dans des billes de verre, non? Si. Non, c'est qu'on est dans une plus petite galaxie, Ouais, au c'est sein ça. d'une plus grosse galaxie. ouais, c'est ça, mais c'est une bille de R parce que dans le premier, ils cherchent une galaxie qui est en fait une petite bille et à la fin on se rend compte qu'on est nous-mêmes dans une galaxie qui est une bille. Ah oui, c'est ça. Sachant que ça ne marche pas avec le deuxième parce que dans le deuxième, il y a un casier dans lequel il y a des petites créatures et on se rend compte qu'à la fin qu'on est nous-mêmes dans un casier. Mais oui, c'est dans Men in Black. Mais sinon, attends, je réfléchis à des œuvres avec la simulation à part Matrix. Il y en a, hein, c'est sûr. Bah, ouais, si, il y en a une qui est sortie l'année dernière, exactement à cette période. Mais je ne spoilerai pas si vous ne l'avez pas maté. Mais c'est une année, le titre. Et globalement, c'est une simulation. Il faut que tu me l'envoies en privé parce que ça me dit rien et ça m'intrigue. C'est vrai? Bah Ouais. oui, mais je t'ai spoilé une grande partie de la série en me disant ça. C'est pas grave, t'inquiète. Ça se trouve, je l'ai vu et j'ai oublié. Mais sinon, je ne vois pas de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai pas vu Il y avait ça la se trouve, il y avait question des questions plus tôt. je crois que tu y as répondu par texte, mais il y avait la question de Galactic Mec qui demandait si on avait des tips pour Ah oui, pouvoir moi lire. des Pour tips pour trouver le temps de lire. Moi j'ai dit sacrifier des trucs comme le sommeil. C'est Ouais. ça. Ouais. Mais Alors, Fais des insomnies, c'est super pour lire. alors moi je veux te dire un truc, généralement ça marche jusqu'à ce que, par exemple, il y a un mois, j'ai le Covid et ça me stoppe complètement, donc j'ai pas beaucoup lu depuis le mois dernier. Mais donc comme je disais, j'ai très probablement un TDAH. Et un truc qui marche, le problème des TDAH, c'est que t'as du mal à commencer à faire les trucs. Et donc un truc qui marche bien chez moi, c'est de me donner l'objectif de lire une page par jour. Il faut absolument que je lise une page par jour. Et en fait, c'est beaucoup plus facile de s'asseoir et d'ouvrir un livre quand on dit « Allez, je vais lire qu'une page », même si on est fatigué. Et une fois que t'es assis et que t'as ouvert le livre, c'est beaucoup plus facile de continuer. Donc en tout cas, ça marche bien pour moi, sauf quand d'un coup je suis arrêtée par un problème et que je relis à nouveau pas pendant 6 mois, mais quand je recommence, ça marche bien. Je sais pas si ça va marcher pour tout le monde, mais moi, ça marche bien généralement.
Moi, je m'astreins quand je vais me coucher. Si j'ai le téléphone, je le pose et je m'oblige à lire quelques pages au moins pour histoire de couper la lumière pétée du téléphone, histoire Après, il y a une question de aussi calmer de... mon cerveau et mes yeux, quoi. Après, je trouve qu'il y a une question aussi de rencontre avec un livre. Des fois, Mm. on veut absolument lire un livre et en fait, c'est pas le bon moment pour le lire et on n'arrive pas à Ouais. rentrer dedans et ça devient compliqué. Mais en fait, alors moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est quand je ne sais pas quoi lire, j'en prends plusieurs. Genre, je lis Mm. les premières pages de chaque et celui qui m'emporte dès le début, c'est celui que je vais lire. Et Mm. c'est jamais forcément celui que j'aurais prévu de lire. Et puis c'est peut-être un livre qui m'aurait pas du tout intéressé 2 mois plus tôt. Donc ne pas se forcer à lire quelque Ouais. chose dans lequel on rentre pas. Bah surtout, oui, quand tu relis 3 fois le même truc parce que ton Ouais, esprit vague ailleurs, Ouais. c'est qu'il Mm. faut faire une pause ou changer. Oui. ouais, Mais c'est alors la ça. Et question, peut-être c'est plus tard ça marchera. est-ce que t'es comme moi et tu te retrouves avec une cinquantaine de bouquins que t'as commencé et que t'as jamais Oui, fini? tout à Ouais, j'en fait. ai beaucoup, ouais. Ouais. C'est frustrant. Mais c'est pas grave, j'assume totalement moi, il y a Ah oui, moi suffisamment de aussi. livres. Comme je disais entre nous sur le chat plus tôt, moi j'ai un problème avec surtout les livres de fiction, j'arrive à les lire parce que je veux savoir la fin. Mhm. J'ai bien une vingtaine de livres de non-fiction que j'ai adorés et que Mm. j'ai mis en pause pour lire un nouveau livre que j'ai acheté parce que si ça c'est très mauvais. Je passe devant une librairie, si je me retiens pas, je rentre dedans, je ressors avec 10 livres. Oui, voilà. Et du coup je vais vouloir commencer le nouveau livre Too Shiny Too New là. Mais du coup, le problème des livres de non-fiction, c'est que j'y reviens pas. Du coup, j'ai bien une cinquantaine de livres, entre un livre sur l'histoire du zéro et pourquoi c'est important en maths, un livre sur les biais et C'est vrai, c'est pourquoi important. même Flo. quand on pense ne pas être raciste, on est raciste ou sexiste ou machin. J'ai un livre sur le corps gros et surtout les corps d'hommes noirs gros, enfin écrit par une personne non-binaire masculine, enfin qui se décrit comme masculine non binaire et qui parle du corps gros et qui est noire elle-même et qui parle du corps gros. Non, enfin j'ai plein de livres comme ça que je trouve fascinants, mais j'arrête pour lire autre chose et j'ai du mal à y revenir parce que c'est compliqué quand on n'est plus dedans quoi. Donc c'est vrai que c'est comme moi, j'ai une pile à lire de livres commencés qui est plus long que ma pile à lire, ce qui est dire beaucoup. Bah oui, tu vois, il y a Rolf Pelfors qui dit est-ce que vous réussissez à lire plusieurs livres en parallèle? Oui. Ma fille est adepte de la chose. Bah oui, moi oui. Ouais. Oui. Et parce qu'il y a un livre, pas tous les soirs le même, des fois. Bah, il faut un livre par Si pièce. c'est pas le même genre généralement. Il faut des livres dans toutes les pièces de toute façon. Oui. Ouais. Plus dans le sac. Ouais, moi j'ai mes 2 livres sac à dos, plus mon livre à côté du lit, plus le livre que j'emmène dans la valise. Ouais. Oui, t'as les livres de différents gabarits selon les différentes Voilà, c'est ça. situations. C'est ça. Genre au lit, Ouais. t'as pas le livre de 3 kilos et... Il y a des Euh, moments, des fois, on est prêt pour les pour un livre et trajets, pas pour t'as un le autre. livre Dieu aussi. Ah, moi, je peux pas. Mais Corée, c'est quoi ton secret pour lire autant de bouquins? Je vois moins de gens. Ah. Oui, mais ça, Bah, c'est... du Ah coup, oui, ça revient à pardon. ce que je disais, le Ça, sacrifice de c'était quelque le chose, et toi, c'est la vie postulat... sociale, du coup. Ouais, voilà. Moi, c'était le postulat de base. Tu vois moins de gens, tu lis plus. Ça, c'était logique, pardon. Mais... Ouais, après, j'ai arrêté tout ce qui est écran après 22h, pensant que ça allait me faire coucher plus tôt. Mais non. Mais de base, si tu veux, je pense depuis que je sais lire, en fait, on m'a toujours vu avec un livre. Et je pense qu'il y a une fois où mes parents m'ont interdit de lire, ils n'ont pas recommencé. C'est tout ce que j'ai à dire. Ou alors, tu diras, Ok. tu fais comme ma mère, tu dis non, mais il faut que vous arrêtiez de lire après telle heure, et puis quand tu continues à lire sous la couette, et en fait, tu découvres des années plus Ah, tard, mais j'avais tu découvres des années plus tard que ta mère était au courant, mais Qu'elle savait. Bien sûr. qu'elle disait gentiment, faut que tu arrêtes de lire pour que tu te couches, mais qu'elle te lisait lire sous la couette, quoi. Ah oui, c'est ça. Moi, j'avais des installations de folie dans le lit pour lire. Ah oui, il faut être bien installé. Bah, sinon, moi j'ai un petit truc, c'est aussi de lire si vous n'arrivez pas Enfin, moi ça marche pareil, encore une fois, comme le truc de la page. C'est souvent un problème de m'y mettre, et du coup, commencer par des livres faciles à lire. Et une fois que vous êtes dans le rythme de lire un livre facile et que vous êtes dedans, c'est plus facile de reprendre des livres un peu plus compliqués que vous avez envie de lire, quoi. Mais encore une fois, probablement TDAH, et du coup, je vais avoir des périodes où je vais lire 10 livres en 3 semaines, et puis pendant 6 mois, je vais plus lire du tout. Donc, c'est un peu compliqué de donner des conseils. Peut-être choisir un jour, un jour de lecture où on fait pas d'écran du tout et où juste, je sais pas moi, le jeudi, c'est soirée lecture, quoi. Déjà, presque conseil de votre médecin. Il faut pas dormir juste après avoir lâché des écrans pendant que... Genre là, ce que je fais.
Ce que je fais tous les jours, du coup, hein, parce que voilà. Et du coup, vous pouvez lire entre les écrans et dodo, et que ça vous Mm. préparera mieux. Comme un rituel, quoi. Quelques pages avant de dormir, de toute façon, ça fait rentrer dans la lecture, forcément. Et puis Ouais. si vous n'arrivez pas à lire, soit vous lisez, bon, vous avez du mal à dormir, mais vous lisez, soit vous avez du mal à lire et du coup vous vous endormez plus facilement. C'est du gagnant-gagnant. C'est ça. Si vous n'arrivez pas à dormir, vous pouvez lire Dune, ça marche. Ouais. Est-ce que c'est une insulte envers Dune ou Franchement, j'ai essayé, j'ai eu la flemme, hein. J'ai Ça- rapidement arrêté. Hein. Ça Ah, marche moi, aussi j'ai pris avec des Proust. vacances et puis je les ai lus. En mode un peu Je- énervé, genre on va tous les faire, vas-y. J'aime bien le concept des papas de la SF, mais j'aime bien réussir à lire un truc agréable à lire, quoi. Et franchement, Asimov, ça se lit facile. Dune, non. Faut s'investir. On a tous notre Everest. Ouais. Mais c'est même pas, enfin, je pourrais me motiver, mais est-ce que j'ai envie de me Non, motiver t'as à pas lire envie. Dune Ah oui, voilà. Ça vaut pas le coup, ouais. Moi, Ouais, alors que je peux découvrir des trucs que je connais pas. Il y a tellement Moi, je suis d'autres pareil choses à avec la faire. roue du temps. Ouais. Ah. Bah, Game of Thrones, c'est pareil. J'ai commencé, j'ai lu à chaque fois pas plus de 3 chapitres et j'ai fait non. J'ai essayé en Tu anglais et en dirais, français, ouais. les deux, j'ai fait non. Enfin, Et comme quoi, c'est une rencontre, parce que moi, je connais des gens qui sont rentrés dedans en 3 Dans Game of semaines et Thrones, du qui ont coup. tout Ouais. dévoré, ouais. Donc, Ouais, mais c'est la façon, enfin, c'est notre différente Ah ouais. façon d'appréhender la lecture et ouais, la narration. Hein. Ouais. Je comprends Et totalement. Hein. puis, Ouais, tout à fait. alors je veux dire un truc qui concerne pas trop les gens hors de moi sur ce chat parce que vous êtes à peu près tous dans le milieu du livre si j'ai bien cru comprendre. Mais pour moi, avoir un frère libraire et une famille de lecteurs, ça aide beaucoup. Ah oui, Avoir des gens. parler de Financièrement, un frère Alors libraire, c'est oui, pas ça mal aussi. aussi. Financièrement, vivre avec un libraire, c'est Par bien, contre, ouais, je comprends. avoir un frère Par contre, dans une famille qui lit beaucoup, avoir un frère libraire, c'est chiant parce que ça t'enlève beaucoup de potentialité Ah oui. de cadeaux à Noël. Que tout d'un coup, tu peux plus Ah offrir. oui. Ah bah non, oui. mais c'est interdit d'offrir des livres aux gens qui bossent en Ouais, librairie, qui mais bossent quand t'es dans l'édition, une famille où on s'offrait énormément de livres et tout d'un coup il y en a un qui décide d'être libraire, il y a un côté, j'appelle ça une agression. mais tu lui offres C'est des un plantes. challenge. Faut voir ça comme un défi. mais ça d'avoir en vrai de parler de livres, soit écouter des podcasts ou parler avec des gens de livres, ça quand même ça motive énormément. Moi il y a beaucoup de livres Oui. que j'ai lus parce que des gens m'en avaient parlé que ça m'a vraiment motivé. Enfin, d'avoir quelqu'un qui a lu un livre et qui en a retenu quelque chose et qui va vous dire j'ai adoré ce livre pour telle raison, généralement ça donne envie de lire. Et même si on a du mal, on peut chercher un peu plus parce qu'on a vu que quelqu'un en a retiré quelque chose. Ouais. Surtout si c'est un proche qui nous en Ouais. parle et qui sait le vendre à sa manière. Vous voyez, il y a Raoul Pelfort qui lui dit que Game of Thrones, ça m'a sauvé dans les transports en commun quand j'avais plus d'une heure de trajet. Du coup, bah, Tu m'étonnes. toi, t'as Voilà. réussi à le lire. Comme quoi. Bien, Mais moi, GG j'ai pour lu, toi. hein. Moi, j'ai lu Trône de Fer. Hein. Je trouvais ça tellement mieux que la série, d'ailleurs. Ah bah, oui, je crois. La série, c'était bien 3 saisons. Ouais, C'était voilà. bien que pour Pedro. C'était bien 3 Ouais, saisons. c'était bien Ah oui, que pour il Pedro. est dans la 4, mais du coup, c'était bien 3 saisons plus Oui. Pedro. Ah, non, Je te le conseille. Pedro je à te le conseille. Dominus, ça me va. Après, moi, j'ai un petit faible pour Nathalie Dormer aussi, mais Ah oui. elle finit mal. Donc, Oui. C'est vrai, mais c'est vrai En qu'elle est même pas mal. temps, il ou elle finit mal, c'est un peu. Je veux dire, c'est un peu Game Oui. of Thrones. Ouais. oui, c'est comme Et la série finit mal aussi. Les livres, on saura peut-être un jour. À l'image de On ces saura personnages. Et Etienne qui dit pour la lecture, elle décide elle l'inclut dans son planning du coup. Ouais, c'est ça. Ouais. bah, félicitations à Des fois, toi il faut. d'être. Bah, sinon, en fait, d'être un type A. c'est vrai que si on n'inclut pas dans le planning, on a toujours des distractions de partout. Donc, Et puis après, Ouais, c'est pas mais grave quand de tu- pas lire aussi. Hein. oui, c'est pas Ouais, grave. voilà, Oui, c'est ce que ça. j'allais Faut- dire. Hein. Faut pas se mettre d'objectifs, faut juste être détendu par rapport au truc. Ceux qui aiment les jeux vidéo, ils vont pas Ouais. se forcer à jouer aux jeux vidéo, moi, 1 heure par jour, sinon c'est pas des C'est vrais ça, fans, ouais. tu vois. Si t'as envie de lire, tu lis. Si t'as pas envie de lire, tu lis pas. Ouais. Bah moi justement, je lis beaucoup de comics et un peu de manga, mais des romans, c'est un peu pour ça que j'ai lancé l'émission, c'est pour me motiver un petit peu, parce qu'avant mon dernier roman, ça faisait presque 2 ans que je l'avais lu, je crois, c'était The Leftovers, donc en plus c'était un roman adapté dans une série que je connais par cœur, mais oui, c'est sûr qu'en discuter en fait ça fait lire plus déjà. C'est bien d'ailleurs le roman de Leftovers. Ouais. Oui, il est pas mal, ouais. Et j'allais dire aussi, n'écoutez pas les pros et tous les experts qui ne connaissent rien au sujet.
Les gardiens Ouais. du temple d'une façon générale. Lire des BD, c'est lire des mangas, c'est lire, et je pense que Lire des ouais. notices, c'est lire. Et Oui. plus vous lisez, même comme je disais tout à l'heure, lire des trucs simples pour passer au plus compliqué, ça aide, et je pense que lire des BD, ça n'empêche pas de lire plus tard des romans, et inversement, quoi. Oh oui, Enfin, heureusement. je pense que... Ce Quand serait je une bossais maladie. Quand je bossais en librairie, que j'avais les parents qui me disaient ah non, mais mon enfant, il lit pas. Je fais mais vous êtes en train de lui acheter des BD? Il lit? Bah Ouais. non, mais il lit pas. J'ai fait non, mais si, il lit. En fait, c'est des livres qu'il est en train de lire, votre enfant. Donc en fait, non, c'est super, il lit quoi. C'est ça, il n'y a pas de Donc voilà. mauvaise Ouais, lecture. je Non. pense que c'est un peu un problème en France, cette fétichisation du livre et de la lecture. Après, il n'y a pas de mauvaise lecture, mais il y a Ouais, des très mauvais auteurs et des très mauvaises personnes qui écrivent et qu'il Ouais. faut pas lire. N'achetez Ouais. pas les... Eric C'est Zemmour, surtout la mauvaise lecture par exemple. fétichisation En de vrai. Ah la- oui, la tout de suite, littérature les grands blanche. mots. N'achetez pas les bouquins des politiques qui ont été écrits uniquement pour avoir une raison d'être invités sur des plateaux. Ils n'ont même pas été écrits par eux, surtout. Oui, et puis qui sont surtout Ouais, en plus, achetés par 10 personnes. Sinon, vous risquez à ce que je les lise. Non, ça va, tu nous as déjà fait le coup avec Lia la Ah dernière fois. Mais ouais, mais comme dit, je sais pas comment ça se prononce, Litena sur le chat, en vrai, faut pas que ça devienne... Ça se Voilà, prononce comme qui ça. dit faut pas que ça devienne une contrainte. Je pense que typiquement, c'est comme tout. Si vous voyez la lecture comme une tâche absolument à faire, vous aurez aucun plaisir à lire et ça va être une corvée quoi. Donc si vous avez envie de lire des comics, lisez des comics. Si vous avez envie de lire des mangas, lisez des mangas. Si vous avez envie de lire des bouquins pour enfants qui font moins de 100 pages, lisez des bouquins pour enfants qui font moins de 100 pages et Enfin, je pense que voilà, il y a vraiment une fétichisation de la littérature classique. Et je dis ça en tant que personne. Bon, moi, j'ai fait une prépa pas littéraire scientifique, mais même en prépa scientifique, on doit lire de la littérature, enfin de la philo, etc. Et pendant longtemps, je me forçais à lire. J'ai lu la Métamorphose en prépa, je crois. Et, En prépa et voilà. physique MPSI. Et moi, pendant. Wow. Alors, personnellement, PCSI. Mais. Pendant toute ma prépa, toute mon école d'ingé, je n'ai lu que des livres de gens qui ont été écrits par des gens morts. Et en vrai, j'ai eu plaisir à lire ces livres, hein, mais j'avais une sorte de... C'est pas que j'avais pas plaisir à lire les livres qui étaient écrits par des gens morts, mais je me sentais mal dès que je lisais un livre de quelqu'un d'un truc moderne, qui faisait pas bien si on le lisait. Et je pense que, enfin, vraiment, faut sortir de ça, quoi. Si vous voulez lire un truc nul de young adult dont vous savez très bien que c'est pas très forcément... Super, non, mais moi je lis beaucoup du young adult en vrai. Mais enfin maintenant que je suis sortie de ça, mais allez-y quoi. Ça me rappelle une conf des Utopiales ce week-end où à un moment ça parlait du Golden Age de la SF et où ils sont partis dans l'idée que oui, mais en fait le Golden Age c'est quoi? Enfin, le Golden Age est totalement subjectif, c'est chacun son Golden Age. Et du coup, le Golden Age n'existe pas vraiment, c'est une période glissante individuelle, quoi. Ouais. Et tout le monde, enfin, il n'y a pas de... si vous êtes lecteur occasionnel, je vais vous délaver le cerveau rapidement. Alain Damasio n'est pas un génie. Et il n'est pas le seul auteur français. Oh non. Voilà. Oh mon dieu, la révélation de fou. Il y a plein de super auteuristes de SF à lire avant de... J'ai envie de dire, quitte à vous forcer, plutôt que vous forcer à lire des classiques, forcez-vous à lire des meufs ou des gens qui sont pas des hommes blancs hétéros, quoi. D'autres points de vue, à la limite. Là, cette année, à part relire Les Guerriers du Silence, je n'ai lu en roman, je n'ai lu que des femmes. Et ça fait un bien fou. Même quand c'est pas bon, il y a toujours une manière... Enfin, j'ai aussi lu beaucoup d'une série de policières que, malgré qu'elle était lue par des femmes, on voit bien que c'était une femme qui avait 70-80 ans à la fin des années 2000, mais il y a quand même de manière générale, essayer d'avoir d'autres points de vue, quoi. Ne pas lire que le point de vue qu'on a déjà tous vu, ça fait du bien, quoi. Désolée pour ce moment woke, il fallait bien que ça sorte. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que t'es pas hors public. Bon, bah écoutez, si vous avez plus de... vas-y, excuse-moi. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Si jamais il n'y a pas d'autres commentaires ou conseils, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines sur le Coin Pop, sur Twitch, pour le prochain Coin Lecture, avec peut-être des lectures un peu moins
J'allais Étrangère. dire gloomy, mais Ah, je vais partir en quête, Non, c'est t'inquiète. très lumineux le mien. oui. C'est vrai on pourrait faire des thèmes de temps en temps, un coin lecture, Thématique, ouais. une thématique. Bon, pas tout le temps, parce que Thématique. sinon ça devient une obligation et là plus personne ne voudra participer ni lire de bouquins, mais on peut en discuter. Ça peut être rigolo, oui. Ouais, mais de toute façon, à un Ou moment, se lancer des ouais, c'est défis. sûr. Ouais, Il y a tout des à chances fait. qu'à un moment, mais il faudrait les préparer, enfin les prévoir à l'avance, qu'on fasse Ouais. en effet des thématiques. quoi. Ouais. Ne serait-ce que si on veut parler de trucs un peu plus violents ou un peu plus Ouais. not safe for work à un moment, histoire d'avoir Mm. un credo commun, quoi. Ouais. Mm, mm. Tout à fait. Après, on a parlé de trucs violents psychologiquement quand même depuis le début, mais bon, ça va Et encore. si vous avez envie de participer, n'hésitez vraiment pas. On est Oui. ouvert. On invite tout le monde. Et c'est toutes les 2 semaines. Et vous nous retrouvez aussi en podcast sur le Coin Pop. Et là, par contre, je laisse Manu faire la pub parce que j'ai pas retenu toutes les infos. La pub du coin pop. Ouais. Enfin, la théorie, c'est que en théorie, on a un live toutes les 2 semaines et toutes les semaines, s'il y a des lectures et qu'on veut en parler en capsule, il y a un épisode qui sort en plus une semaine sur 2. Le temps et la dépression ont fait que tout ne s'est pas passé comme prévu. Donc pour l'instant, c'est toutes les 2 semaines et je rediffuse plus tard en podcast. Mais à terme, il y aura peut-être encore plus d'émissions. Ça dépend après s'il y a s'il y a de plus en plus de gens qui veulent participer, ça donnera plus de volume et plus d'émissions du coup. Mais voilà, et sinon le coin pop, en ce moment on vient d'avoir la fin de Lower Decks sur le cadran pop, et du coup Guigui a dû sortir le podcast hier ou aujourd'hui je crois. Hier. Hier, ouais, je l'ai pas encore écouté moi, parce que les utos. Du coup, très déçu de cette saison. mais on en reparlera plus tard. Dans Les d'autres persos étaient circonstances. bien. On vous donne rendez-vous le 8 décembre pour un live, En live, ouais. Twitch En live pour la 100e du cadran pop. Ouais. Waouh. On sera pas tous au même endroit parce qu'on n'est pas tous et toutes Non. Moi, je serai là. centrés à Paris, mais on sera là en live sur Twitch. Si SFR le veut bien pour mon côté. On espère. J'ai vu que tu as eu des dégâts de tempête en plus. Ouais, Mais mais bon, ça va. j'espère Rien que de ça le grave. fait. Bon, écoutez, on va raid quelqu'un. On va raid Zelibuka, streameuse jeu vidéo, qui joue à Headbangers, pas que tout seul, parce qu'il y a Dice aussi, je vois. Il y a des noms que je connais, et le avoir. Et puis, Merci à en tous, effet, on se retrouve très bientôt. À bientôt. Salut et bisous. Salut. Salut tout le monde. Salut. Bonus. Trax.